Dans les vidéos précédentes, nous avons présenté l'Union européenne et ses institutions sous son aspect général, tant dans son organisation, dans son budget, que dans ses structures législatives et organisationnelles. Et dans les vidéos suivantes, nous allons entrer dans le cœur même des institutions de l'Union européenne. Et dans cette vidéo, plus particulièrement, nous allons aborder le lien de pouvoir entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union. Le Conseil de l'Union qui est lui-même composé par les chefs d'État et de gouvernement. Mais pour bien comprendre le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire d'en connaître son ADN et les rapports entre les acteurs politiques qui la composent. L'ADN de l'Union européenne, c'est avant tout la recherche du compromis concernant les décisions prises au sein du Parlement européen. Cela entraîne des rapports complètement différents entre les acteurs politiques. Car en France, nous sommes habitués à un jeu politique constitué par une majorité et une opposition. C'est la confrontation dans laquelle les lignes de rupture sont bien visibles. Or, il n'y a pas de groupe parlementaire qui puisse se revendiquer d'être majoritaire au Parlement européen. Donc, pour arriver à un compromis, il est nécessaire de faire des alliances. Et pour créer un groupe parlementaire au Parlement européen, il est nécessaire de regrouper au minimum 25 députés représentant au moins un quart des États membres. Et ces groupes sont constitués par des partis qui, pour une même orientation politique, comportent tout de même des nuances. Et ces nuances sont liées à leur culture, à leur histoire et leurs intérêts nationaux. Autrement dit, pour arriver à un compromis, chaque loi votée doit faire l'objet de discussions incessantes. D'une part, entre les partis d'un même groupe, et d'autre part, entre les groupes eux-mêmes. Alors cette démarche amène bien souvent à une solution médiane, et se rapproche du centre. Cependant, c'est parfois la solution la moins disante qui est retenue, et parfois c'est la mieux disante. Et dans ce jeu politique, le citoyen, bien souvent ne s'y retrouve pas, car les décisions finales sont en fait dépolitisées. La recherche de ce compromis ne reposant pas uniquement sur des lignes politiques, mais principalement sur des expertises, de la technicité, sur la décision de hauts fonctionnaires non élus et sur la pression de groupes d'influence, soit des éléments auxquels le citoyen n'a pas accès pour se faire un jugement. À cela vient s'ajouter les intérêts nationaux et l'influence culturelle de chaque pays. Alors nous le voyons, la ligne politique est bien souvent loin de leurs préoccupations, laissant la porte ouverte à des alliances pragmatiques et parfois même contre nature idéologique. Toutefois, il y a des barrières infranchissables et des alliances avec les nationalistes ne sont pour l'instant peu envisageables. Cependant, sur les plans nationaux, ces barrières sont de plus en plus friables, ce qui pourrait laisser présager une contagion à l'Union européenne. Pour la première fois, les 5 institutions de l'Union européenne doivent réélire, dès le début de mandature, leurs présidents respectifs, laissant une grande marge de manœuvre aux groupes parlementaires dans ces négociations. Et parmi ces 5 institutions, la présidence de la Commission européenne est le poste le plus important, car il est le chef de l'exécutif, et avec les chefs d'État du Conseil de l'Union, il définit et applique les orientations de la politique européenne. Alors nul doute qu'il fera l'objet de maintes tractations. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'objectif n'étant pas forcément d'obtenir ce poste, car en le laissant à un groupe plus faible, il peut servir de monnaie d'échange dans les négociations des futures alliances. Mais en théorie, et selon l'accord passé entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union, dit du Spitzenkandidaten, selon lequel, depuis 2014, il sera automatiquement attribué la présidence de la Commission européenne au candidat nommé à la tête de liste du groupe parlementaire, arrivé en tête de liste lors des élections des eurodéputés. Il faut savoir qu'initialement, la nomination à la présidence de la Commission européenne était dans la plus grande opacité la primauté des chefs d'État au sein du Conseil de l'Union. Le Spitzenkandidaten, conclu lors des élections de 2014, réduisait alors le pouvoir de ce Conseil à la faveur du Parlement européen. Car choisir le président de la Commission européenne revient à orienter la politique européenne dans les 5 ans qui suivent les élections. Donc, en théorie,
ce poste devrait revenir aux représentants du PPE. Toutefois, depuis le résultat de ces dernières élections en mai 2019, le rééquilibrage du poids électoral de chaque groupe parlementaire a vu les écarts se réduire de sorte qu'il n'y ait plus de réelle majorité et affaiblit donc cet accord, voire selon certains le rend même caduc. Fort de cette nouvelle donne, les néolibéraux, avec Macron en première ligne, remettent en cause cet accord. Ils estiment que le faible écart entre les groupes parlementaires ne justifie plus que la présidence de la Commission européenne revienne automatiquement aux groupes parlementaires arrivés en tête aux élections. Cependant, cet accord, en donnant la primauté à la tête de liste majoritaire, donne de plus en plus de pouvoir au Parlement européen, dans la mesure où il permet de nommer le futur chef de l'exécutif de l'Union européenne, et renforce ainsi le poids démocratique du vote des électeurs. Le Conseil de l'Union ne pourra donc pas remettre en cause directement cet accord et devra trouver une solution intermédiaire pour camoufler la remise en cause de cette avancée démocratique. Cependant, au-delà de ce jeu de négociation et d'alliance qui se joue entre les groupes parlementaires, il se cache un enjeu bien plus important. En fait, c'est l'évolution de la construction européenne qui est en jeu. En effet, derrière ce combat de pouvoir entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union, composé par les chefs d'État et de gouvernement, se pose la question de quelle Union européenne voulons-nous ? Soit une Europe parlementaire avec un renforcement du fédéralisme par un pouvoir supranational, soit une Europe avec des États avec le renforcement du Conseil de l'Union, et par voie de conséquence, celui du Conseil de l'Union européenne, qui lui est composé par les ministres d'États membres. Ainsi, un président de la Commission européenne nommé par les chefs d'État finira d'étouffer le pouvoir du Parlement. De cet enjeu se prolonge le choix du modèle économique et de gouvernance. En effet, doit-on continuer dans la voie du libéralisme et des libres-échanges, qui nous exposent aux lois du commerce libéral, plutôt qu'ils nous protègent ? Et jusqu'à quel niveau de démocratie doit-on aller ? Car les citoyens aspirent de plus en plus à participer à la vie publique. Nous le voyons, la remise en cause de cet accord transcende la nomination de la présidence à la Commission européenne, au profit de la future gouvernance au sein de l'Union européenne. Et le compromis qui en sortira montrera les alliances futures qui se dessinent entre les groupes parlementaires et l'état de leur rapport de force. Mais surtout et avant tout, l'orientation de la future gouvernance au sein de l'Union européenne. Et le résultat des élections en mai 2019 n'est pas forcément de bon augure, car le fragile équilibre des rapports de force entre les groupes parlementaires risque d'affaiblir le Parlement européen par la recherche de ce compromis duquel il en sortira un consensus mou. Alors nous le voyons, le chemin vers plus de fédéralisme est encore long et semé d'embûches.